Tell me, Major, in all the world, who is the most secret agent? Anyone who manages to stay secret. But there's an even more ideal agent, one who doesn't know he is an agent. Many extreme abuse survivors do report experiences of abuse that include being trained to dissociate, to deepen dissociation, and assume different identities with different jobs and beliefs. And some people, some survivors, some therapists call this process programming. Vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé? Vous pensez que je suis cinglé? On n'utilise pas ce terme ici. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Boxbuster, Check News, Les Observateurs, vrai ou fake. I was furious about the fact that people would do those things to other people. You know, the cultic experience became much more intimate for me, other than seeing a story in the newspaper. So I began attending the ICSA conferences. But in the 1980s, I broadened my knowledge base. I moved into the world of hypnosis, and over 1 or 2 decades, I presented at hypnosis conferences, professional hypnosis conferences. And I also then moved into the world of dissociative disorders. So it further enhanced my ability to understand how minds could be manipulated. I felt so traumatized by what I'd been reading, because this is all dark side stuff. I'm learning about how you can use science to harm people. It was clear then by summer of 1954 that the Artichoke team said we can create an artificial personality, program that personality to conduct an assassination. That assassination would occur if, in fact, the individual was captured. He would never reveal the knowledge that he had engaged in the assassination, because the host would know nothing about the altar. The amnesia barrier would be impenetrable, and even under torture, the host would not reveal the secrets. CIA research in many universities around the country explored topics such as programming people by way of telephone, whether somebody could be answer a telephone, a secret word would be given, they would slip automatically into a trance, nobody around them would know they were in trance, they wouldn't know they were in trance, and so forth. Ça a commencé par un téléphone, puis là, je pense que la voix de la personne la faisait rentrer en transe, et après ça, elle était disponible à faire ce qu'elle devait faire. A series of locked and interconnected personalities or components that could only be brought forward by keywords or key phrases, telephone programming, and you were made to learn how to respond. You weren't made to learn, you were made to respond and made to be cued internally by the application of electricity and by different torture procedures, again, as a child. So the telephone could be used really effectively. Again, it's very simple. It could be as simple as someone 1,000 miles away wanting to make contact with that part of you, and all they had to do once the training had been completed was to pick up a phone, give you a cue word, and then that component within yourself would be activated to follow through on any instructions or it could be or suppression material that they might want to implement at that time. Good morning. Is this Mary Wills? Yep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Remember, Gurieva, miles to go before you sleep. Remember, Gurieva, miles to go before I sleep.
y a une dizaine d'années, alors que la ressource francophone sur le contrôle mental basé sur les traumatismes était très limitée, le psychothérapeute et hypnothérapeute québécois Pierre-Antoine Cotnarinou publiait sur internet son témoignage à propos d'une patiente victime d'un culte de type satanique. Celle-ci aurait été dès le plus jeune âge programmée pour être une sorte de prêtresse. Selon les dires de Pierre-Antoine Cotnarinou, cette jeune femme était dissociée en plusieurs personnalités et de mystérieux appels téléphoniques semblaient pouvoir déclencher chez elle une transe dissociative. Elle disait qu'elle faisait partie d'une famille qui se faisait des générations qui pratiquaient des cultes satanistes, et elle avait été, depuis qu'elle était petite, elle avait été, comme, je ne sais pas si on peut dire, dressée ou éduquée, hypnotisée à travailler comme une espèce de prêtresse, comme un hôtel pour les cérémonies de magie noire. Puis qu'il y avait tout le temps comme une certaine magie sexuelle autour de ça, puis qu'il y avait eu des sacrifices d'enfants sur elle, et je pense que ça suffit à déstabiliser quelqu'un. Des sacrifices d'enfants de quel âge? Ah, des jeunes enfants, très jeunes. Je peux pas te dire plus, là. Des bébés aussi? Oui, des bébés, c'est ça, surtout. Est-ce que cette personne-là est en train de complètement fabuler? Oui. Ou est-ce que c'est vrai? Oui. Mais après ça, on s'est aperçu que non, elle était très... on peut pas dire envoûtée, je pense. Ce serait pas le bon mot, ou ce serait le bon mot, mais... C'était une sorte de mind control. Ouais, prisonnière de... Contrôle de la pensée. Ouais, prisonnière de tout ça. Mm-hmm. Puis on pouvait voir qu'elle avait été hypnotisée parce qu'on travaillait justement à la sortir de cette espèce de cercle-là. Et il y avait des choses qu'elle disait qui étaient assez... que tu voyais bien que ça sortait pas comme ça, ça sortait pas de rien du tout. Mm-hmm. Elle pleurait. Donc elle s'apercevait de... Quand on dirait qu'il y a eu le choc des personnalités à l'intérieur d'elle qui se rencontraient, là. C'est assez intense. Et ça commençait par un téléphone. Puis là, je pense que la voix de la personne la faisait rentrer en transe. Et après ça, elle était disponible à faire ce qu'elle devait faire. Je veux juste vous dire, on est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul. En 2020, des journalistes d'investigation néerlandais de la team Argos publiaient leur enquête sur des dizaines de victimes de sévices sexuels ritualisés. Une d'entre elles, Marinke, souffrant d'un trouble dissociatif de l'identité, semblait elle aussi subir des appels téléphoniques provoquant chez elle une transe dissociative, la rendant alors disponible pour on ne sait quelle pratique rituelle. La journaliste Sanne Terlingen a interrogé la belle-mère de Marinke. Voici son témoignage. We spreken ook met Marinke's schoonmoeder. Ze kent Marinke nu 5 jaar. Ze herinnert zich hoe Marinke bij hen was op een feestdag. Zo'n feestdag die ook door de andere invullers van de vragenlijst wordt genoemd. Ik weet nog heel goed, het was 8:45, ze zat piano te spelen en op de piano stond haar telefoon. En toen kwam er ineens op haar telefoon in beeld kwam er een foto, een plaatje van een V met allemaal vlammen er doorheen. En op dat moment veranderde ze in 1 klap. Marinke was weg en er kwam een hele beetje robotachtig alter die zei: ik moet weg. Ik moet nu naar huis. Het is lang niet het enige dat ze met Marinke hebben meegemaakt. Vaak als Marinke zo'n telefoontje had gekregen, of als het een speciale feestdag was, dan verdween ze. Ze is dan gewoon echt kwijt. Niemand weet waar ze is. En op een gegeven moment is ze weer terug in een deplorabele toestand. Alsof er van buitenaf een knopje wordt ingedrukt waardoor iemand gaat handelen zonder dat iemand daar nog regie over heeft. Wat ik dan zie is een cliënt die op een soort monotone manier reageert. Een beetje soldaterig zou je kunnen zeggen. Ik noem dat mind control. Mensen met een achtergrond van ritueel misbruik die hebben veel meer hersenspoelingen zou je kunnen zeggen. Ze noemen dat zelfs soms ook programma's die aan kunnen gaan en die heel typisch gedrag laten zien die eigenlijk bij mensen met zonder die achtergrond eigenlijk niet zo zichtbaar is. Wat er over verteld wordt is dat er sprake is van een soort training. Meer een soort conditioneren dat als A gezegd wordt dat B gedaan moet worden.